Je suis Cécile Buzier, responsable du pôle juridique de la société Agrum. Pour ceux qui ne connaissent pas, la société Agrum, c'est un éditeur de logiciels qui propose 3 solutions. Une solution de vote électronique, une autre solution pour la gestion du CSE, des réunions de CSE pendant toute l'année, et une troisième solution qui est une solution pour la gestion des relations individuelles, de la négociation du contrat de travail jusqu'à sa rupture. On propose aussi un accompagnement juridique sur ces différentes questions. Il nous a paru à la mi-année, donc là au 18 juillet, important de faire un point sur les différentes actualités législatives et réglementaires et aussi jurisprudentielles. Bon, bien entendu, compte tenu de la matière, qui est une matière complètement vivante et mouvante, cette revue ne va pas pouvoir être exhaustive. Donc, nous avons fait un choix des principales mesures qui nous ont paru les plus intéressantes. Donc là, je vois qu'il y a 47 participants. Ce qui est pas mal en cette période de l'année. Hein. Il y a encore des personnes qui se connectent. Je vais peut-être déjà vous partager mon écran et on va commencer d'ici une minute. Voilà. Donc, nous voilà pour notre point juridique à mi-année. Donc, l'année 2023, à l'instar de toutes les années précédentes, a été encore riche en nouveautés législatives et réglementaires. Nous ne reviendrons pas sur la réforme des retraites, qui est quand même très spécifique et qui ne concerne pas nécessairement les problématiques rencontrées dans vos entreprises. Nous allons d'abord commencer par la première réforme importante, qui est la réforme sur la présomption de démission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire face à l'abandon de poste d'un salarié, 2 procédures peuvent être utilisées. La procédure donc, de présomption de démission et le licenciement pour faute grave. Donc, vous avez un salarié qui abandonne son poste. Vous le mettez en demeure de justifier son absence ou de reprendre son poste dans un délai que vous indiquez dans cette lettre. Et si, à l'issue de ces délais, le salarié ne reprend pas son poste, il est présumé démissionnaire. Initialement, le gouvernement avait publié un question-réponse sur cette procédure et avait interdit le recours au licenciement pour faute grave en cas d'abandon de poste. Cette question-réponse a été très largement critiquée. Il y a 2 recours en justice qui ont été formés à l'encontre de ce question-réponse. Notamment, on s'était interrogé lors d'un précédent webinaire sur la rupture d'égalité, en fait, pour les salariés, notamment pour les salariés en CDI et les salariés en CDD. C'est-à-dire qu'un salarié en CDI qui ne justifiait pas son absence ne pouvait pas être licencié pour faute grave dans ces cas-là. Et on avait recours à la présomption de démission si on appliquait la position de l'administration. Et par contre, un salarié en CDD voyait son contrat rompu pour faute grave, ce qui lui ouvrait des droits à chômage. Donc, depuis le 5 juin, le ministère du Travail a confirmé à la presse la suppression du question-réponse qui prenait cette position. Donc, a priori, aujourd'hui, si le salarié ne répond pas à la mise en demeure de reprendre son poste ou de justifier son absence, il est possible d'avoir recours au choix, au licenciement pour abandon de poste ou à la rupture présumée.
Donc, je vais pas rentrer dans les détails de la procédure parce qu'on n'a pas le temps, dans le temps imparti, pour faire un point à mi-année. Mais la première étape, donc, comme je vous l'ai indiqué, c'est une mise en demeure. Vous mettez en demeure le salarié soit de reprendre son poste, soit de justifier son absence. Un délai minimum de 15 jours doit être accordé au salarié. Si le salarié ne reprend pas son poste, ne justifie pas son absence, dans ces cas-là, on appelle ça notification de la rupture, mais c'est plutôt qu'on confirme que le salarié est présumé démissionnaire et qu'il doit respecter un préavis. Et dans ces cas-là, c'est le préavis de droit commun de la démission qui s'applique et la fin du contrat intervient à l'expiration de ce préavis. Je ne reviens pas plus en détail sur cette procédure. Bien entendu, on reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. On réserve un temps à 5-10 minutes à la fin de ce webinaire pour répondre éventuellement à vos questions. Donc, n'hésitez pas, des personnes qui m'accompagnent me feront remonter vos questions et on répondra dans la mesure du possible à ces questions. Une question importante est intervenue, enfin en tout cas une modification importante, lors de la publication de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificatif de la sécurité sociale. En fait, il y a un nouveau régime social pour les indemnités de rupture versées dans le cadre de la rupture conventionnelle et homologuée et les indemnités de mise à la retraite. En fait, le gouvernement et le Parlement ont harmonisé le régime social applicable dans le cadre de ces deux ruptures du contrat. Et en fait, faire une rupture conventionnelle homologuée devient plus cher à partir du 1er septembre 2023, ce qui peut amener à réfléchir. En fait, ceci s'explique par le fait qu'aujourd'hui, un grand nombre d'employeurs a recours à ce mode de rupture et en fait, on tente un peu à dissuader les employeurs à recourir à ce mode de rupture en augmentant le coût. Donc, le régime actuel, pour rappel, un forfait social à la charge de l'employeur de 20% dès le premier euro sur la part exclue de cotisation sociale. Donc, l'indemnité de rupture, elle n'est pas soumise à cotisation sociale jusqu'au plafond de 2 PASS, qui représente à peu près 84 000 € à l'heure actuelle. Eh bien, à partir du 1er septembre, l'indemnité va être exemptée de forfait social, mais soumise à une contribution patronale unique de 30%, toujours sur la part de l'indemnité de rupture exonérée de cotisation sociale. Donc, c'est-à-dire jusqu'au plafond de 2 PASS. Et au-delà du plafond, de 2 plafonds annuels de sécurité sociale, l'indemnité de rupture va être soumise à cotisation sociale, donc elle ne sera plus soumise aux 30% de contribution patronale, mais aux cotisations sociales patronales qui peuvent représenter entre 40 et 45% du salaire brut versé aux salariés. Ensuite, pour le salarié, il n'y a pas de changement. Il y a une exonération toujours de CSG, CRDS sur la part correspondant à l'indemnité de licenciement et à la part comprise entre la part correspondant à l'indemnité de licenciement et le plafond de 2 PASS. Elle est soumise à CSG, CRDS. Ensuite, pour les salariés en droit de bénéficier à une pension de retraite. Dans le régime actuel, en fait, dès lors qu'un salarié avait le droit à une pension de retraite à la date de la rupture de son contrat selon une rupture conventionnelle homologuée, on soumettait l'indemnité de rupture au même régime qu'en fait que les salaires.
Mais à compter du 1er septembre 2023, l'indemnité de rupture sera toujours exemptée de forfait social, mais elle ne sera plus soumise aux mêmes charges sociales que les salaires. Elle sera soumise à une contribution patronale unique de 30%. Et les salariés bénéficieront du même régime que les salariés qui ne bénéficient pas d'une pension de retraite. Ensuite, dans le cas de la mise à la retraite, actuellement, il y avait une contribution patronale de 50% sur la totalité de son montant. Et à partir du 1er septembre 2023, en cas de mise à la retraite, alors il y a une, excusez-nous, il y a une faute. C'est pas un forfait social, c'est toujours une contribution patronale de 30% dès le premier euro qui sera dû par l'employeur. Donc c'est pas un forfait social, c'est bien une contribution patronale qui est la même contribution patronale qui est due sur les indemnités de rupture conventionnelle à partir du 1er septembre 2023. Et le salarié bénéficie des mêmes exonérations que les salariés dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Ensuite, nous avons souhaité revenir vers vous sur un dispositif qui a été mis en place par la loi du 21 décembre 2022 et qui a fait l'objet d'un décret d'application du 12 avril 2023, qui est le CDD multi-remplacement. En dehors de ce dispositif, quand vous signez des CDD de remplacement, un CDD de remplacement doit être signé par remplacement, c'est-à-dire que un salarié qui remplace un salarié absent doit conclure un CDD pour ce remplacement. Et s'il remplace plusieurs salariés, un CDD doit être signé pour chaque salarié remplacé. Donc, il s'agit d'un dispositif à durée déterminée qui va durer pendant 2 ans jusqu'au 13 avril 2025 dans des secteurs qui sont listés par le décret du 12 avril 2023. Ces secteurs concernent plus particulièrement les secteurs du médico-social et du commerce du détail et du sport. Donc, dans ce cadre-là, dans ces secteurs particuliers où le recours au CDD est important, il va être possible de signer un CDD avec un salarié pour remplacer différents salariés qui sont absents et il n'est pas nécessaire que le motif d'absence soit le même pour tous les salariés. Il faut, pardon, excusez-moi. Donc, les motifs d'absence peuvent être différents. Il peut y avoir différents salariés absents. Il n'est pas nécessaire que les salariés remplacés exercent les mêmes fonctions. Toutefois, le salarié qui remplace des salariés qui exercent différentes fonctions doit recevoir la rémunération, bien entendu, qui correspond aux fonctions qu'il occupe pour remplacer chaque salarié. Il faut bien entendu que les salariés remplacés aient des absences soit concomitantes. Dans ces cas-là, il faudra veiller à respecter les durées maximales de travail ou il faut au moins que les absences soient successives pour n'avoir besoin de signer qu'un CDD de remplacement pour les différentes absences. Dans le formalisme pour CDD de multi-remplacement, il faudra indiquer le nom, la qualification, les fonctions de chaque salarié remplacé et les dates correspondant à chaque remplacement.
Bon, là encore, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail du formalisme de ces différents CDD multi-remplacements, mais en fonction du secteur d'activité dans lequel intervient votre entreprise, il peut être intéressant de vérifier si vous pouvez signer ce type de CDD, au moins jusqu'au 13 avril 2025. Ensuite, il nous a paru important de revenir vers vous sur les différentes adaptations du Code du travail qui ont été effectuées pour adapter en fait le Code du travail français au droit de l'Union européenne en matière sociale. Donc, c'est une loi du 9 mars 2023 qui a procédé à ces adaptations. Il est important de signaler qu'à compter du 9 septembre 2023, les périodes d'essai qui sont prévues par différentes conventions collectives, qui sont plus longues que les périodes d'essai prévues par les dispositions législatives, ne seront plus applicables. Donc, faites bien attention. Alors, on a répertorié 4 conventions collectives en l'état actuel, mais on n'a pas encore terminé notre tour d'horizon. Notamment, il y a la convention collective des notaires, la convention collective des pompes funèbres qui sont concernées. J'ai plus en tête les autres conventions collectives. Donc, en fait, on vous invite à bien vérifier si les conventions collectives qui sont applicables dans vos entreprises prévoient des périodes d'essai plus longues. Et si elles en prévoient, attention à ne plus appliquer ces périodes d'essai à compter du 9 septembre 2023. Ensuite, il y a différentes modifications qui ont été faites, notamment pour prendre en compte différents congés, comme les congés paternité, les congés parentaux d'éducation à temps partiel, mais aussi à temps plein, et leurs effets sur le calcul de l'ancienneté. Donc maintenant, le congé paternité, il est considéré comme du temps de travail effectif et il doit être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté, notamment pour le calcul, par exemple, de l'indemnité de licenciement. Il y en est de même pour le congé parental d'éducation à temps partiel. Par contre, pour le congé parental d'éducation à temps plein, celui-ci sera pris en compte que pour la moitié seulement de sa durée pour le calcul de l'ancienneté. Ensuite, il y a une nouvelle obligation qui est à la charge des employeurs. En fait, on doit informer les salariés sur les principales mesures applicables en matière de relation du droit du travail. Pour l'instant, on attend le décret qui doit préciser les informations qui doivent être remises aux salariés. À notre connaissance, ce décret n'a pas encore été publié, sauf erreur de notre part. Ensuite, nous avons voulu revenir vers vous aussi sur un nouveau délai en cas d'accident du travail. Mais là, cela ne concerne que les accidents du travail mortels. Donc, généralement, ça concerne plus les entreprises du secteur du BTP et les industries, éventuellement, qui sont plus concernées par ce type d'accident. Là, les employeurs doivent informer l'inspection du travail dans les 12 heures de la survenue de l'accident. En fait, c'est dans les 12 heures de la connaissance par l'employeur du décès du salarié. Donc, généralement, la connaissance du décès elle est concomitante à l'accident, mais il se peut que le décès intervienne ultérieurement. Et attention, si ce délai n'est pas respecté, il est prévu une sanction pénale de 5e classe qui est une sanction qui correspond à 1 500 € d'amende
et qui, en cas de récidive, est porté à 3 000 euros pour les personnes physiques, donc pour le représentant de la société, et pour les sociétés, le montant de l'amende est de 15 000 euros. Donc, ça peut avoir des répercussions importantes. Donc, veillez bien à respecter ce délai de 12 heures. Ensuite, nous souhaitons revenir sur un projet de loi qui est actuellement en discussion devant le Sénat. Donc, en fait, le projet de loi, c'est un projet qui doit reprendre l'accord national interprofessionnel qui a été conclu au début de l'année, le 10 février 2023, sur le sujet du partage de la valeur. Un projet de loi a été présenté à l'Assemblée nationale et a été adopté le 29 juin dernier. Et le Sénat doit revoir ce projet de loi normalement dans les prochaines semaines. Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé la date à laquelle il serait étudié. Donc, à vérifier. Tout d'abord, alors, ce projet de loi sur la partage de valeur, alors je vérifie, il me reste 10 minutes. Donc, il est intéressant parce qu'il concerne à la fois des dispositions sur l'intéressement, la participation, l'actionnariat salarié et la prime de partage de valeur. Donc, la prime de partage de valeur, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Oui, il est toujours possible de la verser. Il est toujours possible de la verser dans les conditions qui étaient prévues initialement jusqu'au 30 décembre 2023, mais on va voir que ces conditions seront prorogées à la date de publication de la loi. Donc, je reviendrai dessus ultérieurement. Tout d'abord, concernant les dispositions plus spécifiques en matière de participation. Aujourd'hui, dans les entreprises de moins de 50 salariés, il n'est pas obligatoire d'adopter un accord de participation, mais il est possible de le faire à titre volontaire, mais il faut que les avantages octroyés en application de cet accord de participation soient au moins équivalents à ceux qui sont dégagés en application de la disposition légale. Or, ce qui est prévu dans le projet de loi, c'est que si des entreprises de moins de 50 salariés envisageaient de manière volontaire de prendre un accord de participation, dans ces cas-là, il sera possible de déroger d'une manière moins favorable à la formule légale. Donc soit par accord d'entreprise, soit par l'adoption d'un accord de branche. Et là, il sera demandé aux branches professionnelles de négocier sur ce point avant le 30 juin 2024. Donc, soit les entreprises pourront appliquer directement l'accord qui sera négocié sur ce point avant le 30 juin 2024, soit elles pourront négocier au niveau de l'entreprise. Ensuite, dans les entreprises d'au moins 11 salariés et toujours de moins de 50 salariés, quand ces entreprises auront réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs et qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation, alors elles vont devoir participer à l'effort commun et à mettre un dispositif de partage de la valeur, soit en mettant en place un régime de participation de manière volontaire dans les conditions visées, donc que je vous ai exposées précédemment, soit dans le cadre d'un régime d'intéressement. Soit elles devront abonder un plan d'épargne salariale, soit verser une prime de partage de valeur. Donc, cette disposition s'appliquera après le 31 décembre 2023, donc à partir du 1er janvier 2024. Vous allez devoir vérifier si votre entreprise est concernée par cette mesure. Donc, il est important d'avoir cela en tête. Le projet de loi vise à abroger les dispositions
qui permettait le report de 3 années de l'obligation de négocier un accord de participation. C'est-à-dire, je m'explique, les entreprises qui atteignaient le seuil de 50 salariés sur 5 années consécutives devaient négocier un accord de participation, mais il leur était accordé un délai de 3 ans pour négocier cet accord. Et le projet de loi actuel vise à supprimer ce délai de 3 ans. Donc, bien entendu, les entreprises qui bénéficieront à la date de publication de cette loi de ce délai de report en bénéficieront encore. Ensuite, ce projet de loi, alors il y a une nouvelle obligation qui sera à la charge des entreprises qui auront plus de 50 salariés et un délégué syndical de négocier sur le partage de la valeur en cas d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. Donc, il va falloir ouvrir des nouvelles négociations, soit si ces entreprises ont l'obligation de négocier un accord de participation, elles pourront, dans le cadre de ces négociations, négocier sur ce nouveau dispositif. Soit elles sont déjà soumises à un accord de participation, elles n'ont pas de négociation, elles n'ont pas de négociation prévue dans les prochaines années. Dans ces cas-là, il faudra ouvrir des discussions sur ce nouveau dispositif de partage de valeur et prévoir éventuellement le versement d'un supplément d'intéressement ou d'un supplément de participation. Ensuite, peut-être un sujet qui va concerner un peu plus de personnes. Dans ce projet de loi, il est prévu des modifications concernant la prime de partage de valeur. Alors, cette prime de partage de valeur, il était possible de prévoir une fois dans l'année le versement de cette prime, mais cette prime pouvait être versée en 2 fois. Aujourd'hui, il est prévu qu'il est possible, dans le projet de loi toujours, il est possible de prévoir le versement d'une prime de partage de valeur 2 fois par année civile. Ce qui signifie que ce n'est pas une prime de valeur qui sera versée en 2 fois, mais il sera possible de négocier 2 fois pour verser une prime de partage de valeur 2 fois sur une année civile. Ensuite, cette prime pourra aussi être versée sur un plan d'épargne salariale. Donc, là aussi, il est prévu qu'un décret précisera les conditions de versement de cette prime. Ensuite, comme je vous l'indiquais en préambule, dans les entreprises de moins de 50 salariés, les primes, les PPV pourront bénéficier du même régime fiscal et social que celui auquel elles pouvaient bénéficier jusqu'au 31 décembre 2023. Ça a été étendu jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, sous réserve de respecter les conditions de versement de la PPV et de plafond, elles seront donc exonérées de charges sociales et d'impôts jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, je vous invite aussi à vérifier ce projet et vérifier sa publication parce que différentes mesures seront prévues. Par exemple, il pourra être versé des avances aux salariés, des avances sur l'intéressement, sur la participation. Et ce projet de loi vise à développer l'actionnariat salarié. Donc, ça peut intéresser différentes entreprises. Je vais dépasser mon temps imparti, je tiens à m'excuser, mais je voulais revenir sur différentes jurisprudences qui ont marqué ce premier semestre 2023.
Tout d'abord, donc c'est une question qui se pose souvent. Donc c'est une jurisprudence qui date de décembre 2022. Est-ce que la copie d'une signature annulerait mes actes? Donc en décembre 2022, la Cour de cassation a considéré que la signature de l'employeur sur un CDD, la signature numérisée, donc une copie numérisée de sa signature, était tout à fait valable dès lors que la personne était habilitée à signer le CDD et qu'elle était identifiable, que sa signature était identifiable, donc elle n'entraîne pas la nullité. Donc, compte tenu de cette jurisprudence, il est tout à fait possible de signer les contrats grâce à une signature numérisée, donc la copie d'une signature scannée. Ensuite, une jurisprudence est venue confirmer qu'il fallait à tout prix que le salarié ait connaissance du motif économique du licenciement envisagé et donc du motif économique de la rupture de son contrat avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Donc, en cas de licenciement pour motif économique, nous vous invitons réellement à remettre en main propre le motif économique pour lequel est envisagé le licenciement du salarié au moment de l'entretien préalable et au moment auquel vous remettez la documentation relative à la CSP et de bien faire contre-signer aux salariés la remise de ces différents documents. Ensuite, une jurisprudence importante intéressante de la Cour de cassation, un salarié ne peut pas être licencié parce qu'il a relaté des motifs de harcèlement qu'il savait faux. Bon, oui, si un salarié relate des éléments de harcèlement à l'employeur et qu'il sait qu'ils sont faux, il ne peut pas être sanctionné en raison de cette connaissance. Ensuite, nous sommes revenus sur différentes jurisprudences en matière d'inaptitude. En cas de non-reclassement du salarié et en cas de non-licenciement du salarié à l'issue du délai d'1 mois après la visite médicale au cours de laquelle le salarié a été déclaré inapte, on doit reprendre le versement du salaire, peu importe que le salarié soit en arrêt de travail. On considère que cette indemnité est forfaitaire et donc il ne peut pas être fait déduction des indemnités journalières qu'il perçoit au titre de son arrêt de travail. Ensuite, l'inaptitude du salarié peut être reconnue en dehors des dispositifs de visite médicale de reprise. Cette inaptitude peut très bien être reconnue lors d'une visite médicale sollicitée par le salarié au cours de son arrêt de travail. C'est la jurisprudence de la Cour d'association qui vient de confirmer cela. Ensuite, ça peut intéresser un certain nombre d'entre vous. La jurisprudence de la cassation est venue préciser la qualification qui devait être donnée au temps de déplacement des salariés itinérants ou des salariés en déplacement professionnel prolongé. Attention, ces temps de déplacement peuvent être considérés comme du temps de travail effectif, mais pas de manière automatique. Il faut vérifier si vos salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations et s'ils sont soumis à la subordination de votre société, de leur supérieur hiérarchique pendant ces temps de déplacement. Et si tel est bien le cas, alors seulement on peut considérer que c'est du temps de travail effectif et ce temps de travail effectif peut générer des heures supplémentaires. Donc, on vous invite à vérifier donc, la décision du 1er
mars 2023 et aussi la décision du 23 novembre 2022 dans laquelle il avait été considéré que les temps de déplacement accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et le site des premiers et derniers clients pouvait être considéré comme du temps de travail effectif si les conditions que j'ai rappelées étaient réunies. De même, quand le salarié est en déplacement prolongé, c'est-à-dire quand il est logé à l'hôtel et il doit assurer la visite de différents clients, les temps de trajet entre l'hôtel et le premier client ne sont pas nécessairement du temps de travail effectif. On doit vérifier que les conditions que j'ai rappelées sont réunies. Je vous remercie. Je suis désolée, j'ai dépassé un peu le temps qui m'était imparti.